Alors, je n'avais pas tout à fait terminé hier, jeudi, pardon, avec mes explications relatives à la manière dont Kant était parvenu à distinguer la morale et le droit d'une façon qui inspire encore beaucoup de juristes, notamment français de nos jours. Et je dois dire que ce n'est pas sans appréhension que je reviens là-dessus pour essayer de m'expliquer aujourd'hui, parce que j'ai dû donner de la philosophie de Kant juste un aperçu très superficiel. Et je dois rentrer dans des explications dont je ne suis pas sûr que vous allez les comprendre, parce que je vais essayer quand même de rester dans le en gros, si j'ose dire. Après, si vous ne comprenez pas, je suis ouvert aux questions que vous pourriez me poser. Mais il me semble que si je me contentais de terminer sur ce que j'ai dit jeudi dernier à la fin de la seconde heure de cours, à savoir que voilà, Kant a décidé de faire une place au droit parce que sa philosophie de l'histoire l'y a amené, en considérant que une société gouvernée par le droit, c'est toujours mieux qu'une société gouvernée par la violence et la fraude. Ça ne signifie pas que j'ai expliqué la dernière fois quel est le concept de droit selon Kant. J'ai bien dit que Kant distinguait depuis les fondements de la métaphysique des mœurs, et aussi dans la critique de la raison pratique, ce qu'il appelle la légalité d'une action, de la moralité d'une action, et il considère que la légalité d'une action n'est pas la moralité d'une action. Ça, je l'ai expliqué. Bon, bien sûr, c'est de cette distinction-là qu'il va partir pour élaborer son concept de droit. Cependant, pour le moment, je n'ai évoqué le concept de droit chez Kant que de façon négative lorsqu'il niait que la légalité d'une action puisse être la moralité. Mais je n'ai pas expliqué le concept de Kant positivement, parce que pour ça, il faut que je me plonge dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Je me suis contenté d'expliquer pourquoi cette métaphysique du droit était apparue nécessaire à Kant euh, à l'issue de sa réflexion sur la philosophie de l'histoire. Alors, simplement avant de procéder à cette explication, un étudiant m'a demandé la dernière fois, mais oui, mais Kant et Rousseau, ce n'est pas pareil, parce que vous savez, la loi de l'expression de la volonté générale chez Kant, chez Rousseau, donc l'autonomie de la volonté, c'est pas un peu pareil. Alors, j'ai dit que non, mais parce que l'autonomie de la volonté, c'est un concept moral chez Kant, ce n'est pas un concept politique. Mais ce qu'il est vrai, c'est que j'ai dit que Kant avait retenu certains enseignements de Rousseau. Il y a chez Kant, dans sa philosophie politique, qu'il développe notamment, et pas seulement, mais notamment dans la seconde partie des premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, il y a dans sa philosophie politique l'idée d'une constitution, ce qu'il appelle une constitution républicaine. Et la constitution républicaine pour Kant, c'est une constitution dans laquelle le citoyen n'obéit pas à d'autres lois que celles qu'il s'est à lui-même données. La constitution républicaine, que Kant considère comme le modèle de la constitution politique sur lequel les constitutions des États empiriques, des États dans l'expérience, cette constitution modèle sur laquelle les États empiriques devraient se modeler, la constitution républicaine est une constitution dans laquelle les citoyens n'obéissent pas à d'autres lois que celles qu'ils se sont à eux-mêmes données, dont c'est une constitution qui repose sur la liberté, puisque les citoyens n'obéissent pas à d'autres lois que celles qu'ils se sont données librement, en fait. Donc, c'est la transposition dans la philosophie politique de Kant de l'idée chère à Rousseau de la loi et l'expression de la volonté générale. Et si je reviens à la philosophie de l'histoire de Kant, euh,
ce que Kant explique dans ses opuscules sur la philosophie de l'histoire, et aussi dans le dernier opuscule qu'il a publié qui s'appelle Le conflit des facultés, dont je vous ai déjà parlé, c'est que pour que la paix règne à l'intérieur des États et sur le plan international, il faut que la constitution républicaine prévale. C'est par une constitution républicaine où les citoyens n'obéissent pas à d'autres lois que celles qu'ils se sont librement données, qu'on en finira avec la guerre, aussi bien sur le plan des relations internes que sur le plan des relations internationales. Alors c'est une idée qu'il développe dans le conflit des facultés, qu'il développe dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, et qu'il développe aussi dans l'opuscule dont je vous ai déjà parlé, Vers la paix perpétuelle. Par exemple, une des illustrations de cette nécessité de la Constitution républicaine, c'est que Kant explique que quand il s'agit, ça c'est très actuel, c'est que Kant explique que quand il s'agit de décider si on va faire la guerre ou pas, c'est sûr que si quelqu'un décide à la place des citoyens euh, s'il faut entreprendre la guerre ou pas, il le décidera beaucoup plus facilement que si ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent décider de la guerre ou pas, puisqu'ils sont concernés à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que pour Poutine, c'est facile d'envahir l'Ukraine et de décider que le peuple russe n'a qu'à suivre. Mais si la Russie était une démocratie, ça aurait été beaucoup plus difficile de déclencher la guerre, parce que les citoyens, eux, ils ne sont pas tellement disposés à décider une guerre à laquelle ils vont devoir participer eux-mêmes. Donc, quand on décide la guerre dans le dos des citoyens, ça, c'est très facile. Mais quand les citoyens sont concernés, ça devient beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle Kant dit qu'une constitution républicaine, l'adoption par les États de constitution républicaine, c'est une condition d'acheminement vers la paix perpétuelle. Alors, cette parenthèse sur la constitution républicaine, qui correspond en fait au régime de Rousseau, où la loi est l'expression de la volonté générale, est en fait, je ne dis pas que la philosophie politique de Kant, c'est la philosophie politique de Rousseau. Je dis qu'il y a cette histoire de liberté qui consiste dans le fait que le peuple ne doit pas obéir à d'autres lois que celles qu'il s'est données eux-mêmes. C'est une idée qu'on trouve chez Rousseau, et c'est une idée qu'on trouve avant chez Rousseau, chez Locke. Alors maintenant, laissons de côté la philosophie politique de Kant et revenons à la question de savoir comment Kant va définir positivement le droit dont il a reconnu la nécessité, puisque le règne du droit est une étape nécessaire dans le progrès de l'humanité. Donc comment va-t-il définir le droit, puisque jusqu'à présent il a simplement dit, dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique, que la moralité d'une action n'est pas la légalité d'une action. Alors c'est là que ça commence à devenir difficile, parce que les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, Kant les a écrits en 1794, alors qu'il était âgé de 73 ou 74 ans. La mécanique intellectuelle commence à être un peu fatiguée. C'est un ouvrage que je considère comme génial, mais c'est un ouvrage où il a un peu de mal, en fait, à clarifier ses idées, hein. Et donc, on reste un peu sur sa fin quand on lit les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, sur les justifications qu'il apporte au concept de droit. Il est un peu, je ne dirais pas qu'il radote, mais il tourne un peu en rond par moments. Donc déjà, Kant n'est pas facile comme auteur naturellement, mais alors les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, c'est difficile, sans compter que le texte allemand est hérissé de difficultés qui donnent beaucoup de fil à retordre aux traducteurs français. Et en plus, le langage, le vocabulaire de Kant a évolué entre les fondements de la métaphysique des mœurs et la critique de la raison pratique, et la doctrine du droit, qui est quand même postérieure d'au moins 8 ans à la critique de la raison pratique, d'à peu près 8 ans à la critique de la raison pratique, et son vocabulaire a évolué, donc ça complique les choses. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, pour Kant, je le rappelle, même si je n'ai pas vraiment développé la démonstration,
un concept philosophique ne peut être, un concept philosophique digne de ce nom, ne peut être qu'un concept a priori, et non pas un concept dérivé de l'expérience. A priori, chez Kant, ça s'oppose à a posteriori. A posteriori, c'est ce qui est dérivé de l'expérience. A priori, c'est ce qui est préalable à l'expérience, qui est indépendant de l'expérience. Donc, Kant utilise le terme de a priori, il utilise aussi le terme de pur. Hein. Ce qui est pur, c'est ce qui est indépendant de l'expérience chez Kant. Donc, il y a le couple a priori, a posteriori, où le concept, enfin, le concept a priori ou le concept dérivé de l'expérience, où vous avez le couple pur d'un côté et empirique de l'autre, et c'est la même opposition en fait, avec des termes différents. A priori s'oppose à dérivé de l'expérience, pur s'oppose à empirique. Pur et a priori, c'est pareil, je simplifie évidemment. Hein. Et dérivé de l'expérience et empirique, c'est pareil. Donc une philosophie, un système métaphysique, un système philosophique pour Kant, il repose sur des concepts philosophiques et ces concepts ne peuvent pas être dérivés de l'expérience. Kant, c'est l'anti-Locke et c'est l'anti-Hume. Donc il est contre la philosophie anglaise. Il se situe sur ce point-là, mais uniquement sur ce point-là, dans la tradition de la métaphysique allemande, dans la tradition de l'innéisme allemand. C'est-à-dire que nos concepts ne sont pas dérivés de l'expérience. Nous les avons en nous-mêmes. Donc, maintenant, le concept de droit doit être un concept pur et non pas un concept dérivé de l'expérience. C'est-à-dire que Kant n'est pas un positiviste juridique. Pour lui, il n'est pas question de concevoir le droit à travers l'étude des lois positives. Les lois positives doivent simplement refléter un concept pur, a priori, antérieur à l'expérience. Alors, lorsque Kant a établi le principe de la moralité dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il a dégagé un concept qui est celui d'impératif catégorique. Il a dit que le seul impératif moral, c'était l'impératif catégorique, opposé aux impératifs hypothétiques. Je le rappelle, l'impératif catégorique, c'est l'expression d'un commandement de la raison euh, à la volonté qui prescrit à la volonté de se conformer à un devoir uniquement parce que c'est un devoir et non pas à raison des conséquences qui pourraient en résulter ou à raison des circonstances. C'est-à-dire que l'impératif catégorique, il fait fi de toutes les conditions empiriques. Je dois restituer un dépôt ou un prêt parce que c'est mon devoir de le faire, parce que la loi morale me prescrit de restituer ce dépôt et ce prêt, et non pas parce que je m'expose si je ne le faisais pas, et non pas parce que je m'expose si je ne le faisais pas à un blâme religieux, à une désapprobation sociale ou à des sanctions juridiques, judiciaires en l'occurrence. Ça, c'est l'impératif catégorique. Et l'impératif catégorique implique l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté implique la liberté. Parce que pour qu'une volonté soit déterminée à agir par pur respect pour la loi morale, il est nécessaire qu'elle se soit à donner à elle-même cette loi. Sinon, la loi lui est imposée de l'extérieur, et donc, à ce moment-là, l'impératif auquel elle se plie n'est pas un impératif catégorique. Puisque si elle obéit à la loi morale parce que celle-ci lui est imposée par une autorité extérieure, soit religieuse, soit civile, à ce moment-là, on a affaire à un impératif hypothétique, pas un impératif catégorique. Donc ça veut dire que pour que la volonté euh, se conforme à la loi morale parce que c'est sa loi morale, pour qu'elle respecte l'impératif catégorique, la volonté doit être autonome.
Elle doit s'être donnée à elle-même cette loi morale qu'elle respecte. C'est l'autonomie de la volonté, la grande découverte de Kant dans le domaine moral. Et cette autonomie de la volonté débouche sur la liberté parce qu'une volonté autonome qui se donne à elle-même sa loi, ce n'est rien d'autre qu'une volonté libre. Voilà, ça je l'avais déjà expliqué. Alors maintenant, comment le concept de droit va venir là-dedans? Le concept de droit doit être pur, a priori, indépendant de l'expérience pour être un concept philosophique. Je rappelle que la morale de Kant, ça s'intitule la métaphysique des mœurs. Kant a appelé la morale de sa morale la métaphysique des mœurs. Les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit font partie de la métaphysique des mœurs. Il y a deux parties dans la métaphysique des mœurs. Les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit et les premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu. Donc il y a une distinction entre le droit et la morale stricto sensu que Kant appelle désormais en 1795 la vertu. Mais tout de même, les deux font partie d'un ensemble qui s'appelle la métaphysique des mœurs. Ça veut donc dire que la morale de Kant, elle est bâtie sur un concept qui n'est pas empirique, expérimental, c'est un concept métaphysique. Et donc, le concept de droit doit être un concept métaphysique qui n'est pas dérivé de l'expérience. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que dans le droit, la volonté soit aussi déterminée par l'impératif catégorique. C'est là que ça commence à coincer, hein, mais tant pis. Il faut que la volonté soit aussi déterminée par l'impératif catégorique. Parce que si dans le droit, si l'impératif juridique était un impératif hypothétique, si l'impératif juridique était un impératif hypothétique, le concept de droit ne serait pas pur, ne serait pas a priori. Je vais trop vite? Où voulez-vous que je revienne? Je n'ai pas dit qu'il fallait que la volonté soit libre. Je ne l'ai pas encore dit. J'ai dit que la volonté devait être déterminée par un impératif catégorique. Pourquoi? Parce que l'impératif hypothétique, c'est celui qui prescrit une action à la volonté à raison des conséquences qui en résultent dans le monde empirique. C'est-à-dire, si ne rends pas un prêt, tu t'exposeras à une condamnation judiciaire, ou à un blâme social, ou à un blâme religieux. Ça veut dire que empiriquement, si tu ne rends pas un prêt, dans l'expérience, il va en résulter telle conséquence. Mais ça ne peut pas être un impératif juridique. C'est discuté hein, chez Kant. Mais moi, je pense que moi, je m'en tiens à la lettre du texte. Hein, et dans la, alors, je vous explique pourquoi. Parce que la métaphysique des mœurs, donc, comporte deux parties. Les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit et les premiers principes métaphysiques de la doctrine de la vertu. Mais dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit qu'on appelle en abrégé la doctrine du droit. D'ailleurs, je vous ai dit qu'aucun traducteur français n'est foutu de traduire correctement le titre. Bon, alors disons la doctrine du droit pour abréger. Pour abréger, disons la doctrine du droit en l'opposant à la doctrine de la vertu. Dans la doctrine du droit, Kant fait une introduction générale à la métaphysique des mœurs. Et il fait une introduction générale qui coiffe à la fois la doctrine du droit et la doctrine de la vertu. Et il dit il y a un certain nombre de concepts qui sont communs à toute la métaphysique des mœurs, qu'il s'agisse de la doctrine du droit ou de la doctrine de la vertu. Il y a des concepts communs à la métaphysique du droit comme à la métaphysique de la vertu. Et parmi ces concepts, il y a l'impératif catégorique. Donc l'impératif catégorique, Kant le dit lui-même, c'est un concept général à toute la métaphysique des mœurs qui gouverne aussi bien la doctrine du droit que la doctrine de la vertu. C'est lui qui le dit. Donc l'impératif juridique ne peut pas être un impératif hypothétique, puisque Kant a dit que comme concept commun à la métaphysique des mœurs dans son ensemble, il y a l'impératif catégorique. Donc ça veut dire que l'impératif juridique qui prescrit à la volonté d'agir est un impératif catégorique. C'est-à-dire que le concept de droit
doit prescrire une action, non pas à raison des conséquences qui en résultent empiriquement, mais une action par elle-même. L'impératif juridique est catégorique. Et d'ailleurs, c'est inévitable parce que, comme je l'ai expliqué, le concept de droit doit être un concept pur a priori pour être un concept vraiment philosophique. Kant, il n'est pas un positiviste juridique. Il ne déduit pas le concept de droit d'un système juridique de droit positif effectif. Il considère qu'il y a un concept de droit pur euh, qui doit rendre compte de la réalité empirique, mais qui n'est pas dérivé de la réalité empirique. Donc, quand le concept de droit est pur a priori, il ne peut pas reposer sur un impératif hypothétique. L'impératif juridique doit être catégorique. Or, comme vous le savez, l'impératif catégorique conduit à la liberté. On l'a dit déjà à plusieurs reprises. Conduit aussi à l'autonomie de la volonté. Mais là, l'autonomie de la volonté, je le laisse de côté, pour le coup. J'y suis pour rien, c'est Kant lui-même qui a évolué dans sa conception. C'est-à-dire que dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique, Kant a fait une trilogie. Impératif catégorique, autonomie de la volonté, liberté. Mais dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, Kant lie certes l'impératif catégorique à la liberté, mais plus à l'autonomie de la volonté. C'est-à-dire qu'il a glissé. L'impératif catégorique, il implique que la raison commande à la volonté une action indépendamment des conséquences empiriques. Ça, je l'ai dit. Et Kant a dit dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique que s'il en est ainsi, si l'impératif catégorique prescrit une action à la volonté indépendamment des conséquences, pour que la volonté agisse par pur respect pour la loi morale, il faut qu'elle se soit à elle-même donné cette loi, c'est l'autonomie de la volonté. Mais dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, le terme autonomie de la volonté n'apparaît plus. Il n'y a plus de référence au terme autonomie de la volonté. On n'en parle plus. En revanche, l'impératif catégorique est associé à la liberté. Parce que si la volonté est déterminée à agir par l'impératif catégorique, ça veut donc dire que la volonté est indépendante des circonstances empiriques, est indépendante de l'expérience. Donc, c'est une volonté libre. C'est une volonté libre en ce sens qu'elle est affranchie des conditions d'expérience, des conséquences empiriques de l'action qu'elle accomplit. Donc, l'impératif catégorique débouche sur la liberté. Ça, c'était déjà le cas dans les fondements de la métaphysique des mœurs, si ce n'est que l'étape intermédiaire, si j'ose dire, de l'autonomie de la volonté a sauté. Pourquoi? Parce que ce que Kant sait parfaitement qu'il disait déjà dans les fondements de la métaphysique des mœurs et dans la critique de la raison pratique, ce qu'il sait parfaitement, c'est que dans le droit, la volonté n'est pas autonome, elle est hétéronome. La volonté dans le droit est hétéronome, elle n'est pas autonome, parce que dans le droit, la volonté est déterminée par la possibilité d'une contrainte externe. C'est-à-dire ce que fait la législation juridique, c'est qu'elle prescrit à celui auquel elle s'adresse d'agir conformément à son devoir. Par exemple, j'ai emprunté, je dois restituer ce que j'ai emprunté. J'ai bénéficié d'un dépôt, je dois restituer mon dépôt. J'ai conclu un contrat, j'ai souscrit une promesse, j'ai conclu un contrat, je dois respecter ma promesse. Tout ça, ce sont des devoirs moraux. La législation juridique prescrit de respecter ces devoirs moraux. Mais la législation juridique est impuissante à déterminer la volonté à agir parce que c'est un devoir moral. C'est-à-dire qu'elle peut contraindre la législation juridique à observer un devoir moral
mais non pas faire que la volonté prenne ce devoir moral comme mobile de son action. Voilà, je reviens. La législation juridique peut prescrire à la volonté et doit prescrire à la volonté de respecter un devoir moral, mais elle ne peut pas obliger, contraindre la volonté à ériger ce devoir moral en mobile de son action. C'est impossible, puisque la législation juridique est une législation extérieure. Alors, je reprends l'exemple du contrat en général. La législation juridique peut rendre le contrat obligatoire dès lors qu'il a été librement consenti. Article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, d'accord? Parce qu'il faut respecter sa parole. Pour Kant, c'est un devoir moral, voilà. Mais l'article 1103 du Code civil prescrit simplement de respecter le contrat parce qu'il est obligatoire, parce qu'on s'est lié par sa volonté, mais il ne vous demande pas de faire de votre respect du devoir moral de respecter le contrat le mobile de votre action. Il ne peut pas. La législation juridique est externe. Elle ne peut pas imposer à la volonté un mobile à son action. C'est impossible. Donc c'est là toute la différence entre la législation juridique et la législation morale. La législation que Kant appelle la législation éthique dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit. Il dit qu'il y a deux types de législation. La législation éthique et la législation juridique. Ou l'obligation éthique et l'obligation juridique. Ce qui les différencie, c'est que les deux prescrivent un devoir moral, mais la législation juridique ne peut pas faire en sorte que ce devoir moral soit le mobile euh, que la volonté suit dans l'action. Ça ne peut pas être le mobile de la volonté, le devoir moral, parce que c'est une législation externe. Tandis que pour qu'une action soit morale au sens strict du terme, il faut que le respect de la loi morale, que la loi morale soit le mobile de l'action. C'est ce qu'on a vu. Pour qu'une action soit morale au sens strict du terme, il faut que l'agent ait agi par devoir et pas simplement conformément au devoir. Par devoir et pas seulement conformément au devoir. Donc, il a dû faire de la loi morale, de son devoir, le mobile de son action. Mais ça, c'est ce que prescrit la législation éthique, mais la législation juridique ne peut pas le prescrire parce que la législation juridique est externe, extérieure. Elle prescrit une action sans avoir égard aux mobiles pour lesquels cette action est accomplie. Donc, si on se résume, euh, le droit est associé au concept de liberté parce que c'est un concept pur. Le concept de droit, le concept philosophique de droit est un concept pur, a priori, donc il est associé à la liberté en ce sens qu'il ne dépend pas du monde empirique. Mais en même temps, le concept de droit, le droit d'une façon générale, ne peut pas imposer au destinataire de la règle de faire du devoir moral le mobile de son action. D'où la définition que Kant donne du droit et de la justice dans les paragraphes B, B et C de l'introduction à la doctrine du droit. Alors, vous allez me dire, putain, on n'y comprend plus rien. Alors, attendez.
les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit comportent une introduction générale à la métaphysique des mœurs, qui coiffe toute la métaphysique des mœurs, donc aussi bien la métaphysique du droit que la métaphysique de la vertu. Après cette introduction générale à la métaphysique des mœurs, il y a une introduction à la doctrine du droit. C'est comme ça que ça se présente. Et ensuite, il y a le corps de l'ouvrage qui comporte deux parties. Première partie, le droit privé. Seconde partie, le droit public. La seconde partie sur le droit public dans cet ouvrage de la doctrine du droit est la plus connue et, dit-on, la plus intéressante parce qu'elle rassemble, elle résume en fait la philosophie politique de Kant et développe l'idée de constitution républicaine qui doit servir de modèle politique et sur lequel les constitutions empiriques doivent se calquer. Hein. Donc c'est là, dans le passage sur la constitution républicaine, que Kant explique, développe cette idée que la vraie constitution, c'est celle dans laquelle les citoyens n'obéissent pas à d'autres lois que celles à laquelle ils se sont eux-mêmes, que celles qu'ils se sont eux-mêmes données. Et il explique qu'il peut ne pas en aller ainsi que s'il y a une séparation entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. C'est la reprise des idées de Locke, hein, mais dans une philosophie plus structurée que celle de Locke, moins empirique, parce que, évidemment, Kant n'est pas un empiriste, hein, mais c'est une philosophie qui systématise et qui intègre certains enseignements de Locke et aussi de Rousseau dans le système de Kant. Donc, le droit privé, la première partie du droit privé est considérée comme, disons, moins intéressant et assez bizarre, parce qu'il prend des concepts empruntés, Kant prend des concepts empruntés au droit allemand comme le droit réel, enfin le droit réel, le droit personnel, au droit romain et donc au droit allemand, et puis il trouve un droit personnel d'espèce réelle ou un droit réel d'espèce personnelle, je ne sais pas, enfin il est un peu bizarre. Donc la première partie de son droit privé est considérée comme un peu trop scolastique. Hein. C'est surtout la seconde partie sur le droit public qui est citée en exemple. Mais en tout cas, avant ces deux parties, il y a une introduction générale à la métaphysique des mœurs et une introduction à la doctrine du droit. Donc, quand je parle des paragraphes B et C que j'ai évoqués tout à l'heure, où Kant définit le concept de droit, c'est dans les paragraphes B et C de l'introduction à la doctrine du droit. Mais on les connaît déjà. Le paragraphe B, on le connaît déjà en partie parce que c'est dans le paragraphe B que je vous ai déjà cité que Kant dresse la distinction entre la question qu'est-ce que le droit et la question qu'est-ce qui est de droit. L'introduction à la doctrine du droit comporte 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Le premier paragraphe, paragraphe 1, pose la question qu'est-ce que la doctrine du droit? En d'autres termes, qu'est-ce que la philosophie du droit? Il explique que la philosophie du droit, c'est celle qui repose sur des concepts a priori, indépendants de l'expérience, sur lesquels la pratique empirique, le droit positif, euh, doit se calquer. Ensuite, deuxième question que Kant pose, euh, ça veut donc dire que la question qu'est-ce que la doctrine du droit, une fois qu'on y a répondu, débouche sur la question qu'est-ce que la doctrine du droit, une fois qu'on y a répondu, débouche sur la question qu'est-ce que le droit? Je vous ai déjà expliqué ça, démarche tout à fait logique. Hein. Une question en cache une autre. Quand vous vous demandez ce que c'est que la philosophie du droit, et que vous avez répondu à la question, la philosophie du droit, c'est celle qui pose des principes qui sont au-delà de l'expérience du droit positif, qui se demande s'il y a des principes injustes qui se situent au-delà de l'expérience, qui répondent positivement ou pas à la question, peu importe, eh bien après, ça veut donc dire que vous êtes amené à vous poser la question, en philosophie du droit, la question qu'est-ce que le droit? C'est ce que Kant fait. Et donc, comme dans le paragraphe B de cette introduction générale à la doctrine du droit, cette introduction à la doctrine du droit, il se pose la question qu'est-ce que le droit, qui distingue de la question qu'est-ce qui est de droit. Après, il entreprend de répondre à la question qu'est-ce que le droit? C'est-à-dire qu'est-ce que le juste et l'injuste de façon générale. Et il dit donc qu'est-ce que le droit? Il donne une définition qui peut-être ne vous étonnera pas maintenant que je vous ai expliqué que le concept de droit était lié à l'impératif catégorique et à la liberté, parce que sinon ce ne serait pas un concept pur indépendant de l'expérience. Il nous dit
le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre, alors, il utilise le terme arbitre, qui est un terme allemand, en fait, c'est Willkür en allemand, et au lieu d'utiliser le terme Wille, Wille, ça veut dire volonté en allemand. Et Willkür, ça veut dire arbitre. Mais en fait, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que ce que Kant appelle l'arbitre dans la doctrine du droit, c'est ce qu'il appelait la volonté dans la critique de la raison pratique ou dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Donc, quand je dis arbitre, comprenez volonté. Parce qu'il y a eu un glissement, en fait. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant distinguait la volonté de la raison, puisque l'impératif catégorique était l'expression d'un commandement de la raison adressé à la volonté. Donc, les deux étaient distincts. Tandis que dans la métaphysique, dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, Kant dit dans l'introduction générale à la métaphysique des mœurs que la volonté n'est rien d'autre que la raison elle-même. Donc il y a eu un glissement sémantique. Il y a un glissement sémantique du terme volonté au terme raison, et il y a eu un glissement sémantique en ce sens que l'impératif catégorique n'est plus lié indéfectiblement à l'autonomie de la volonté, comme c'était le cas dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Mais bon, ça c'est quand on écrit à 8 années de distance, on peut évoluer un petit peu, hein. Donc, je reprends la citation, mais vous avez en mémoire que arbitre, ce n'est pas l'arbitre dans un stade de foot, en fait, c'est la volonté, c'est le libre arbitre, si vous préférez. L'arbitre humain, pour Kant, il est libre, hein. Et la volonté, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, était libre, hein. Donc, l'arbitre, nous dit Kant dans la métaphysique du droit, c'est l'arbitre humain est libre, comme la volonté était libre dans les fondements de la métaphysique des mœurs. C'est donc le même concept en réalité, sous un nom différent. Donc le droit est donc l'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre. Le droit est l'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de liberté. Selon une loi universelle de liberté. Donc tout ça s'insère dans le système de Kant, puisqu'en effet le droit, pour être pur, a priori, le concept de droit, pour être pur, a priori, euh, doit être lié à la liberté. Mais dans le concept de droit, ce qu'il y a, c'est que la liberté de l'un est confrontée à la liberté de l'autre. Le droit, ça concerne la relation à autrui, hein. Donc, pour définir le concept de droit pur, indépendamment de l'expérience, il faut faire référence à la liberté, mais il y a plusieurs libertés qui coexistent entre elles. Donc, il faut que la liberté de l'un soit unie à la liberté de l'autre, ou plutôt que la volonté de l'un soit unie à la volonté de l'autre, selon une loi universelle de liberté. C'est pour ça qu'on dit souvent que Kant définit le concept de droit comme la coexistence des libertés. Mais on peut le dire comme ça, sans faire tout le détour que j'ai fait. Simplement, il me semble que s'il y a des esprits exigeants parmi vous, ils aimeraient savoir comment Kant en arrive là. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Je ne suis pas sûr d'y être parvenu clairement parce que j'ai dû naviguer entre un souci de simplification excessif et un souci d'approfondissement également excessif. Évidemment, je pourrais développer ça sur 36 heures de cours si je voulais, mais je ne pense que ce n'est pas le but, hein. On ne va pas faire que du Kant. Alors, je voudrais simplement attirer votre attention sur un dernier renversement incroyable. C'est quand même un artiste dans les renversements intellectuels, Kant. Je vous ai déjà parlé de la critique de la raison pratique, hein, qui euh, renverser un peu la critique de la raison pure, puisque dans la critique de la raison pure, Kant avait dit nous ne pouvons pas connaître au-delà des phénomènes. Les noumens qui se situent au-delà de l'expérience, nous ne pouvons pas les connaître. Et la critique de la raison pratique a dit oui, on ne peut pas les connaître, mais on peut les penser. On peut même les penser comme réels, hein. Ce qui avait fait dire à Heinrich Heine après le chef-d'œuvre la farce, n'est-ce pas? Mais Kant avait déjà prévenu dans la préface à la seconde édition de la critique de la raison pure, il avait dit je dus abolir le savoir pour restaurer la croyance. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai dit que notre connaissance était limitée aux phénomènes, il en résulte qu'on peut penser la liberté sans contradiction, parce que la liberté ne fait pas partie des phénomènes.
Dans le monde phénoménal, il n'y a pas de liberté. Il n'y a qu'un enchaînement de cause à effet. Mais si notre connaissance est limitée au monde phénoménal où il n'y a pas de liberté, ça nous permet de penser comme possible et même comme réel une liberté au-delà du monde phénoménal. De penser la liberté comme réelle, comme nous-mêmes. Je dus abolir le savoir pour restaurer la croyance. Phrase très célèbre de la critique de la raison pure, préface à la deuxième édition. Alors, là, le renversement que Kant opère dans l'introduction à la doctrine du droit, c'est le renversement suivant. Il vient de lier le droit à la liberté, en définissant le concept de droit comme la coexistence des libertés. Hein. Il ajoute ensuite dans le paragraphe C que le principe universel du droit est le suivant. Est juste, puisque le droit se rapporte à la justice, je le rappelle, est juste toute action qui permet à la liberté de l'arbitre de chacun, est juste toute action qui permet à la liberté de l'arbitre de chacun de coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle. Puisque le droit assure la coexistence des libertés, la justice que le droit a pour objet de satisfaire se doit se définir de la façon suivante. Est juste l'action qui permet à la liberté de l'arbitre de l'un de coexister avec la liberté de l'arbitre de l'autre, suivant une loi universelle de liberté. Ainsi, Kant a-t-il défini le concept de droit et le concept de juste. Mais maintenant, quel est le renversement auquel Kant procède? C'est qu'en définitive, il arrive à dire dans le paragraphe E, là on est au paragraphe C, au paragraphe E de l'introduction à la doctrine du droit, dans les paragraphes D et E, pardon, que le droit est lié à la faculté de contraindre. Alors là, vous me dites, attendez, mais le droit est lié à la faculté de contraindre, et Kant vient de dire que c'est la liberté. Alors la liberté et la contrainte, pour moi, c'est antinomique. Comment Kant arrive-t-il à ce renversement extraordinaire qui consiste à partir d'un concept de droit édifié sur la notion de liberté pour en venir à l'affirmation que le concept de droit est lié à la faculté de contraindre? Alors, Kant explique que euh, la contrainte est un obstacle à la liberté. La contrainte est un obstacle à la liberté, mais si quelqu'un fait un usage de la liberté, si quelqu'un fait un usage de la liberté, si quelqu'un fait un usage de la liberté qui est en soi-même un obstacle à la liberté, c'est-à-dire si quelqu'un, par l'usage de sa liberté, fait obstacle à la liberté de l'autre, c'est ça que ça veut dire. Si quelqu'un, par sa liberté, fait obstacle à la liberté de l'autre, alors il faut que le droit rétablisse la liberté. Et il le fait comment? En contraignant le sujet à respecter la liberté de l'autre. Donc la contrainte se présente apparemment comme antinomique avec la liberté, mais justement c'est la contrainte qui permet euh, de faire respecter la liberté, qui permet d'imposer que la liberté de l'un respecte la liberté de l'autre. Voilà comment, par un renversement incroyable, Kant étant parti d'une définition du droit, du concept de droit fondé sur la liberté, en arrive à affirmer que le droit est lié à la faculté de contraindre. Alors, je me permets d'insister juste sur un point. Kant n'est pas un positiviste juridique, j'ai déjà dit plusieurs fois. Il n'a pas dit que le droit est lié à la contrainte empirique du droit positif. Il a dit que le droit est lié à la faculté de contraindre, c'est-à-dire que c'est inhérent au concept de droit qu'il y ait une contrainte qui oblige celui qui use de sa liberté
respecter la liberté d'autrui. Alors, qu'est-ce que les juristes ont retenu de Kant? Pour le moment, pas grand-chose, mais ils ont compris tout de même que le droit étant lié à la faculté de contraindre, s'oppose à la morale qui oblige simplement intérieurement. C'est là la source de la distinction qu'on fait aujourd'hui. Hein. La morale oblige intérieurement, le droit contraint extérieurement. Voilà ce qu'ils ont retenu de Kant. C'est pour ça que cette distinction qu'on vous fait en première année, dans les premières heures du cours d'introduction générale au droit, cette distinction entre la morale qui oblige intérieurement et le droit qui contraint extérieurement, en fait, c'est une distinction que Kant, qui s'est trouvé popularisée sous l'influence diffuse de la philosophie de Kant, même s'il est douteux que les juristes aient compris grand-chose à Kant. Mais ça, c'est un autre problème. D'abord, pour lire Kant, pour le comprendre, il faut le lire déjà, pour commencer. Hein. Donc, il va de soi que j'ai simplifié énormément. J'ai pu déformer d'ailleurs, mais si j'ai fait déformer, je l'ai fait sciemment pour que ça passe. Il nous reste 4 minutes. Il nous restera une section 3. Dans le cours écrit, ce sera la section 3, bien que actuellement c'est la section 4, sur sur la question philosophie du droit et théorie générale du droit. C'est la question qu'on abordera jeudi. Et à l'issue de cette section sur la distinction ou la confusion de la théorie générale du droit et de la philosophie du droit, on prendra peut-être le texte de Carbonnier, dont j'ai reporté la lecture déjà à plusieurs reprises, mais tâchez de l'avoir disponible sur votre ordinateur. J'en aurai quelques exemplaires papier à vous distribuer. Ça nous étendra un peu. Avez-vous des questions? S'il y a des gens qui ont aidé et qui veulent partir, ils partent, hein, il n'y a pas de souci. Avez-vous des questions avant que nous nous quittions? Vous avez tout compris, ça m'étonnerait. Vous pensez avoir compris? Non, vous n'avez pas compris. Mademoiselle avec le pullover vert, vous dites oui, oui, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il y a quelque chose sur lequel vous voulez que j'en vienne ou vous ne préférez pas? Bien. Kant, ça va être dur d'ici les examens de dire Kant. Mais euh, quelqu'un aurait-il une question précise à laquelle il souhaiterait que je réponde pour mieux éclairer sa lanterne? D'accord. Bien. Alors, on ne reviendra plus sur Kant désormais et on passera à la dernière section de l'introduction jeudi prochain. Et ensuite, on développera la philosophie grecque. Merci beaucoup, mais si beaucoup d'entre vous n'ont pas parfaitement compris, c'est que donc je n'ai pas été suffisamment performant et je vous prie de m'en excuser, mais je dispose d'un nombre d'heures limité et je dois faire avec des gens qui ne connaissent pas Kant. Mais en même temps, si je vous donne des trucs comme ça, des affirmations sans les justifier par le système, c'est un exposé plat en fait. Il ne faut pas que l'exposé soit plat, il faut qu'il appelle à la réflexion. Voilà. Merci et à jeudi.